Hokkaido, hiver 1979. Dans le froid, un chef de char de la force terrestre d'autodéfense lève 2 doigts au périscope. Type 74 stoppe derrière une crête, le nez descend, et l'acier semble saluer la terre avant le tir. À quelques mètres, l'observateur ne voit presque plus la caisse. Ce n'est pas une figure de parade, ni le caprice d'un ingénieur amoureux des mécanismes rares. C'est une réponse japonaise à une peur précise. Survivre sur ses propres îles face à un ennemi plus lourd, plus nombreux, plus sûr de lui. L'ironie naît dans cette posture presque humble. Le Japon d'après-guerre s'est juré de ne plus redevenir une puissance militaire agressive, mais ses soldats apprennent à cacher un canon de 105 mm derrière une ondulation du sol. Le pays ne veut pas ressembler à une armée, pourtant il s'entraîne comme une armée menacée. Pour comprendre ce char, il ne faut pas commencer par son moteur. Il faut revenir au 3 mai 1947, quand la Constitution japonaise entre en vigueur. Dans son article 9, l'État renonce à la guerre. La promesse devient une cicatrice, une fierté morale et un problème militaire. Car les cartes ne respectent pas les promesses. Au nord, l'Union soviétique tient les Kouriles et garde une présence en Extrême-Orient. À l'ouest, la péninsule coréenne reste coupée par une guerre suspendue. La mer protège le Japon, mais elle ne supprime pas l'idée d'un débarquement. Le paradoxe devient presque absurde. Tokyo ne construit pas officiellement une arme de conquête, il construit une machine de refus. Refus d'envahir, refus d'être envahi, refus d'avouer trop brutalement que l'autodéfense peut parfois ressembler à une armée complète, avec chenilles, obus et plans de bataille. Puis la guerre froide accélère. Les blindés soviétiques se multiplient, les canons grossissent, les systèmes de conduite de tir deviennent plus rapides. Un véhicule qui semblait suffisant hier peut devenir demain une cible polie. Et personne à Tokyo ne peut défendre Hokkaido avec de la nostalgie. Dans les bureaux de Mitsubishi Heavy Industries, la question n'est donc pas seulement technique. Les ingénieurs doivent fabriquer une machine moderne pour un pays qui se méfie de sa propre mémoire militaire. Ils ne vendent pas un rêve impérial, ils assemblent une précaution nationale. Cette précaution pèse environ 38 tonnes. Le chiffre paraît modeste face aux monstres qui arriveront plus tard, mais il raconte toute une géographie. Les routes japonaises, les ponts, les montagnes et les rizières exigent une machine capable de se déplacer sans devenir un fardeau pour son propre pays. Voilà le premier conflit concret. L'état-major veut survivre face à une menace blindée sérieuse, mais il commande un char pour des îles étroites et difficiles. La puissance pure attire toujours les militaires. Le sol japonais oblige à préférer la ruse, la mobilité et le profil bas. Le Type 74 cesse alors d'être une fiche technique. Il n'est pas imaginé comme un marteau destiné à écraser l'Europe centrale. Il ressemble davantage à un couteau placé dans une manche. Discret, proche du corps, préparé pour le moment où l'adversaire s'approche trop près. Le contraste avec l'imaginaire classique du char est brutal. Beaucoup de blindés promettent la percée, l'élan, la poussière d'une offensive. Celui-ci promet l'attente. Il doit s'installer dans une pente, baisser sa caisse, exposer moins d'acier, tirer, puis changer de position avant la riposte. Dans un char, pourtant, les mots ne protègent personne. 4 hommes restent enfermés dans l'odeur d'huile, de métal chaud et de caoutchouc. Le chef observe, le tireur calcule, le conducteur ajuste, le chargeur manipule des obus qui changent la théorie pacifiste en gestes musculaires. Cette scène intérieure révèle l'ironie la plus rude. Le Japon peut parler d'autodéfense dans ses textes, mais à l'intérieur du blindé, tout devient concret. Une cible, une distance, une munition, un ordre. La politique choisit les noms, la balistique ne connaît que les angles. Mais il ajoute quelque chose de profondément national, l'obsession de l'adaptation au terrain. Là où d'autres pays rêvent d'avancer loin, la JGSDF imagine la colline, le virage, la lisière, le talus. Le tankiste japonais ne cherche pas seulement la cible, il cherche comment devenir une partie du paysage. Alors revient Hokkaido. Face à la menace soviétique, l'île du Nord devient moins une province qu'un écran stratégique. Si un adversaire arrive,
Il ne faut pas forcément le repousser par une charge glorieuse, il faut le ralentir, le saigner, lui faire payer chaque route, chaque pont, chaque vallée. Le Type 74 porte donc une contradiction dans son massier. Il est le produit d'un pays qui refuse le militarisme, mais refuse aussi l'impuissance. Il naît entre la honte du passé et la peur du futur, entre une constitution pacifiste et une carte couverte de flèches venues du nord. Ce n'est pas un hasard si sa silhouette compte autant. Bas, compact, capable de modifier l'attitude de sa caisse, il transforme le camouflage en mouvement mécanique. L'absurde devient sérieux. Pour mieux combattre, le char doit parfois donner l'impression de s'agenouiller. La décision semble raisonnable, et c'est justement ce qui la rend dramatique. Les politiques protègent l'image pacifique du pays. Les militaires préparent la défense. Les industriels restaurent une compétence nationale. Ensemble, ils créent une machine brillante, mais enfermée dans une contradiction commune. Sur le terrain, le paradoxe redevient un ordre bref. Le chef de char aperçoit la cible, le conducteur ajuste la caisse, le tireur attend que la ligne se stabilise. La machine descend, s'incline, corrige son angle, et soudain la colline semble avoir sorti un canon. C'est cette image qui donne son âme au récit. Un char classique tourne sa tourelle pour imposer sa volonté. Le Type 74, lui, négocie avec le relief, comme si le sol japonais devenait un membre supplémentaire de l'équipage. L'idée paraît poétique, mais elle vient d'une peur stratégique concrète. Reste la question qui dérange. Si un pays construit un char pour ne jamais revivre la guerre, si ce char apprend à disparaître au lieu de conquérir, si sa meilleure qualité est de survivre caché sur ses propres îles, raconte-t-il la renaissance d'une puissance militaire ou le dernier réflexe d'une nation traumatisée ? Au début des années 70, les ingénieurs de Mitsubishi ne dessinent pas un char, ils dessinent une limite. D'un côté, la pression militaire qui exige un blindé capable de tenir face à une armée moderne. De l'autre, un pays qui refuse d'apparaître comme une puissance offensive. Le conflit ne se voit pas encore dans l'acier, mais il traverse chaque réunion. Ils observent l'Occident sans pouvoir simplement copier. Le Léopard allemand mise sur la mobilité, l'AMX français sur la légèreté et la vitesse, les chars soviétiques sur la masse et la production. Le Japon regarde tout cela et comprend une chose inconfortable. Suivre exactement un modèle étranger, c'est déjà admettre une dépendance stratégique. Le premier choix paraît raisonnable, presque banal. Un canon de 105 mm, standard occidental, capable de rivaliser avec les blindages connus de l'époque. Mais derrière ce choix, une ironie froide. Un pays qui limite ses exportations adopte une arme conçue pour un marché mondial qui le refuse d'intégrer pleinement. Puis vient la masse. Environ 38 tonnes. Ce chiffre n'est pas une faiblesse, c'est une contrainte assumée. Les ponts japonais ne pardonnent pas l'excès. Les routes étroites refusent les monstres, et les montagnes imposent leur propre doctrine. Le char devient une réponse au sol, pas seulement à l'ennemi. C'est là que la machine commence à dévier des règles classiques. Les ingénieurs ne cherchent pas seulement à protéger le char, ils cherchent à le faire disparaître. Moins haut, plus compact, plus proche de la terre. Comme si survivre signifiait d'abord ne pas être vu, et non pas encaisser le premier coup. Le moment décisif arrive avec la suspension. Au lieu de considérer la caisse comme une structure rigide, il la transforme en élément actif du combat. Hydropneumatique, réglable, capable de modifier la hauteur et l'inclinaison. Ce n'est plus un détail technique, c'est une philosophie. Sur le terrain d'essai, la scène paraît presque absurde. Le char ne se contente pas de pointer son canon, il ajuste son corps entier. Il s'abaisse, relève son arrière, incline son flanc. Le tireur corrige la ligne de visée non seulement avec la tourelle, mais avec toute la masse d'acier sous ses pieds. Ce choix crée un avantage précis et limité. Derrière une crête, seule une fraction du véhicule devient visible. La probabilité d'être touché diminue, la première salve peut partir sans exposer tout le blindage. C'est une tactique, pas un miracle, mais dans une guerre défensive, chaque centimètre compte.
Mais chaque solution crée son propre problème. Une suspension aussi complexe exige un entretien rigoureux, une formation précise, une discipline technique constante. Là où un char plus simple tolère l'approximation, celui-ci punit l'erreur. La sophistication devient une fragilité cachée. Le système de conduite de tir ajoute une autre couche de modernité. Télémètre laser, calculateur balistique, stabilisation. Sur le papier, le Type 74 n'est pas en retard. Il peut mesurer, corriger, tirer avec une précision respectable pour son époque. Pourtant, la guerre froide ne ralentit pas pour attendre les fiches techniques. C'est ici que le deuxième conflit éclate. Pendant que le Japon perfectionne un équilibre entre discrétion et précision, d'autres pays augmentent la protection, la puissance, la capacité à encaisser. Le monde ne cherche plus seulement à éviter le coup, il cherche à survivre après l'avoir reçu. L'ironie devient presque cruelle. Le Type 74 est parfaitement adapté à une guerre défensive sur terrain accidenté. Mais si l'ennemi décide d'imposer un rythme plus brutal, plus frontal, plus saturé, la finesse du concept peut se transformer en contrainte. Ce qui protège dans un scénario précis peut exposer dans un autre. Dans les unités, les équipages apprennent à exploiter cette logique. Trouver une position, ajuster la caisse, tirer, reculer, disparaître. Le combat devient une séquence de gestes rapides et précis. Mais derrière cette maîtrise, une question reste suspendue. Que se passe-t-il si la position est découverte trop tôt? Le char, alors, révèle sa nature réelle. Il n'est pas conçu pour mener une charge, mais pour survivre à une rencontre. Il ne promet pas la domination, il promet la résistance. C'est une nuance stratégique, mais sur le champ de bataille, elle peut décider de tout. Pendant ce temps, les décisions politiques ferment d'autres portes. Les restrictions sur l'exportation empêchent le Type 74 de devenir un produit international. Aucun retour d'expérience massif, aucune adaptation à des guerres lointaines. Le char reste un outil national, presque confidentiel. Ce choix, rationnel du point de vue politique, devient une limite industrielle. Sans marché extérieur, chaque amélioration coûte plus cher, chaque modification touche moins d'unités. La machine évolue, mais dans un cercle restreint, sans confrontation directe avec des réalités étrangères. Le résultat est troublant. Le Japon possède un char techniquement cohérent, adapté à son territoire, intégré dans sa doctrine. Mais il ne possède pas la validation brutale du combat réel à grande échelle. La performance reste en partie théorique, suspendue entre exercice et hypothèse. Alors la question change de nature. Ce n'est plus seulement « est-ce un bon char ?», c'est « bon pourquoi et contre qui ?» Une réponse parfaite à une mauvaise question peut devenir inutile, voire dangereuse. Sur un autre terrain d'exercice, un équipage répète la même manœuvre. Avancer, s'arrêter, s'incliner, viser. Le geste est précis, presque élégant. Mais à chaque répétition, une inquiétude invisible grandit. Et si l'ennemi, lui, ne jouait pas selon ses règles? Ainsi se construit le cœur du problème. Une machine raffinée, pensée pour une guerre précise, enfermée dans un cadre politique strict, confrontée à un monde qui change plus vite que ses propres améliorations. Tout fonctionne, et pourtant tout semble fragile. Quand le Type 74 entre pleinement en service, il incarne ce paradoxe. Moderne, mais déjà contesté par l'évolution globale. Adapté, mais limité par son contexte. Respecté, mais jamais vraiment éprouvé. Et c'est là que le doute s'installe définitivement. Si un char est conçu pour une guerre qui n'arrive jamais, est-il un succès silencieux, ou le signe que toute la stratégie repose sur une hypothèse qui pourrait s'effondrer au premier choc réel? Au milieu des années 70, les premiers exemplaires arrivent dans les unités de la force terrestre d'autodéfense. Les équipages découvrent une machine qui ne demande pas seulement du courage, mais de la précision presque clinique. Le conflit devient intime. L'homme doit s'adapter au char autant que le char au terrain. Sur le papier, tout semble cohérent. Un canon de 105 mm capable de percer les blindages connus, une stabilisation qui permet de tirer en mouvement, un télémètre laser qui réduit l'erreur humaine. Pourtant, une ironie se glisse dans cette modernité. Chaque innovation exige une chaîne logistique et une formation que le Japon limite volontairement en restant hors du marché mondial.
Dans les exercices, la scène se répète avec une rigueur presque rituelle. Le conducteur avance de quelques mètres, s'arrête, ajuste la hauteur de caisse. Le tireur corrige l'angle, le chef valide, le coup part. Tout fonctionne. Mais derrière cette perfection mécanique, une question dérange. Combien de ces gestes survivraient au chaos d'un vrai combat? Le contraste devient visible quand on regarde l'Europe. Là-bas, les blindés s'entraînent à avancer en masse, à percer, à encaisser. Au Japon, le Type 74 apprend à éviter le choc frontal. 2 doctrines, 2 visions de la guerre, et aucune garantie que l'une survivra à l'autre. Puis vient un premier décalage brutal. Les nouvelles générations de chars apparaissent ailleurs, plus lourdes, mieux protégées. Le Type 74, pensé comme moderne, commence déjà à paraître mesuré. Le temps, dans la guerre froide, ne pardonne pas la nuance. Les équipages, eux, continuent de s'adapter. Ils exploitent chaque repli du terrain, chaque variation de hauteur. Le char devient presque un organisme vivant, qui respire avec la colline, qui disparaît derrière une pente. Mais cette élégance tactique dépend d'un facteur fragile. L'ennemi doit jouer le jeu de la visibilité. Un jour d'exercice, un officier observe une séquence répétée des dizaines de fois. Le char s'incline, tire, recule, tout est fluide. Et soudain, il réalise l'absurde. Cette machine excelle dans un scénario parfaitement contrôlé. Mais la guerre réelle n'offre jamais une crête idéale et un ennemi patient. Le deuxième conflit apparaît alors clairement. La doctrine japonaise suppose une défense intelligente, presque chirurgicale. Mais une offensive massive, saturée, pourrait briser ce rythme. Ce qui est conçu pour survivre peut être submergé avant même de s'exprimer. Pendant ce temps, la politique continue de peser. Les restrictions sur l'exportation empêchent toute diffusion large. Aucun désert, aucune jungle étrangère, aucun front lointain ne viendra tester le Type 74. Il reste un produit domestique, presque invisible à l'échelle mondiale. Cette isolation crée une autre ironie. Le Japon possède une machine avancée, mais ne peut pas apprendre des erreurs des autres, ni confronter ses choix à d'autres doctrines. L'innovation tourne en circuit fermé, brillante mais limitée. Les ingénieurs tentent alors d'améliorer ce qui peut l'être. Ajustement du système de tir, optimisation des composants, tentative de modernisation. Mais chaque modification touche un nombre réduit d'unités. L'effort est réel, l'impact reste contenu. Sur le terrain, les équipages sentent cette limite sans toujours pouvoir la nommer. Ils maîtrisent leur machine, mais ignorent comment elle se comporterait face à un adversaire déterminé et imprévisible. La confiance devient technique, pas historique. Le monde, lui, continue d'avancer. Les blindages composites apparaissent, les doctrines évoluent, les champs de bataille se transforment. Le Type 74 reste fidèle à son idée initiale, mais cette fidélité devient progressivement une rigidité. Un troisième basculement se produit sans bruit. Ce qui était une solution élégante devient un compromis visible. Le char n'est pas dépassé, mais il n'est plus au centre de l'évolution. Il glisse vers une position intermédiaire, difficile à définir. Dans les unités, cela se traduit par une adaptation constante. On ne cherche plus seulement à exploiter ses forces, mais à éviter ses faiblesses. Le combat simulé devient une gestion des risques, pas une affirmation de supériorité. Et pourtant, une scène persiste. Le char s'incline, disparaît derrière une crête, tire avec précision. Ce geste, répété des centaines de fois, reste impressionnant. Il donne l'illusion d'un contrôle total, d'une guerre maîtrisée. Mais cette illusion est fragile. Elle repose sur des hypothèses, visibilité, terrain, tempo. Si l'un de ces éléments change, tout l'équilibre peut s'effondrer. La perfection devient conditionnelle. Alors la question revient, plus insistante. Une machine conçue pour une guerre précise, peut-elle survivre à une guerre imprévisible? Le Type 74 est-il un outil de défense brillant ou un pari trop étroit sur la manière dont le futur devrait se dérouler? Dans les années qui suivent, la réponse ne vient pas d'un champ de bataille, mais du temps lui-même.
Chaque nouvelle génération de blindés, chaque évolution doctrinale, chaque contrainte politique ajoute une couche de doute. Le char continue de servir, de s'entraîner, de s'adapter. Mais il porte désormais une tension permanente, celle d'un concept qui doit prouver sa valeur sans jamais être pleinement testé. Et au cœur de cette tension, une inquiétude silencieuse s'installe. Si le jour arrive où le Type 74 doit enfin faire ce pour quoi il a été conçu, sera-t-il encore en phase avec la réalité ou révélera-t-il que toute une stratégie reposait sur une vision déjà dépassée? Au début des années 80, les cartes changent plus vite que les chars. Tandis que le Type 74 s'installe dans les unités japonaises, ailleurs apparaissent des blindages composites et des silhouettes plus lourdes. Le conflit devient temporel. Une machine pensée pour hier doit répondre à demain. Dans une salle d'état-major, un officier trace des lignes sur une carte de Hokkaido. Les distances sont courtes, les routes rares, les vallées étroites. La doctrine reste cohérente, ralentir, canaliser, frapper. Mais une ironie s'impose lentement. Si l'adversaire décide d'imposer le rythme, toute cette géométrie défensive peut être contournée. Sur le terrain, les équipages continuent d'affiner leurs gestes. Le conducteur ajuste la hauteur de caisse au centimètre près. Le tireur corrige l'angle avec une précision presque académique. Le char devient une discipline, pas seulement une arme. Pourtant, cette perfection dépend d'un ennemi qui respecte les lignes de tir. Un exercice nocturne révèle un détail troublant. Sous la pluie, la suspension hydropneumatique réagit différemment. Les réglages demandent plus de temps. Rien de dramatique, mais assez pour créer un décalage. L'absurde surgit. Une machine conçue pour la précision peut être perturbée par la simple variabilité du terrain. Le monde extérieur, lui, ne ralentit pas. Les doctrines occidentales et soviétiques intègrent des frappes combinées, des saturations, des coordinations rapides. Le Type 74, avec sa logique d'engagement contrôlé, semble soudain dépendre d'un scénario qui devient de moins en moins probable. Les ingénieurs proposent alors des évolutions. Améliorer les systèmes de tir, renforcer certains éléments, adapter l'électronique. Mais chaque modification touche une flotte limitée. Le chiffre devient un problème. Plus de 800 unités, mais réparties dans un cadre strictement national. Dans les ateliers, les techniciens observent une réalité différente de celle des brochures. Entretenir une suspension sophistiquée demande du temps, des pièces, une rigueur constante. Le conflit n'est plus seulement militaire, il devient logistique. Une armée peut-elle soutenir indéfiniment une complexité qui ne pardonne pas l'approximation? Un autre paradoxe apparaît avec la formation. Les équipages japonais deviennent extrêmement compétents dans un cadre précis. Ils savent exploiter chaque angle, chaque dénivelé. Mais cette spécialisation peut devenir une faiblesse si les conditions changent brutalement. À l'étranger, les chars commencent à accumuler une expérience réelle, parfois brutale. Déserts, zones urbaines, terrains mixtes. Le Type 74 reste en marge de ses apprentissages. Il ne se trompe pas, mais il n'apprend pas non plus de ses erreurs sur un champ de bataille réel. Dans une manœuvre, un jeune chef de char observe une simulation d'attaque massive. Les paramètres changent, les cibles se multiplient, le rythme s'accélère. Soudain, la méthode habituelle semble insuffisante. Le temps manque. Le char ne peut plus négocier avec le terrain, il doit réagir plus vite que prévu. Ce moment crée un basculement discret. La doctrine japonaise n'est pas fausse, mais elle devient fragile face à une guerre plus rapide, plus dense. Le Type 74 n'est pas dépassé en soi. Il est dépassé par la vitesse à laquelle les hypothèses évoluent. Les décideurs commencent alors à regarder plus loin. Un nouveau char, plus moderne, plus protégé, apparaît dans les plans. Le Type 74 glisse lentement vers un rôle intermédiaire. Il n'est plus la réponse principale, mais il n'est pas encore obsolète. Dans les unités, cela se traduit par une adaptation silencieuse. On continue d'utiliser ses qualités, mais on prépare déjà sa succession. Le conflit devient presque psychologique. Faire confiance à une machine tout en sachant qu'elle sera bientôt remplacée. Un exercice d'hiver met en lumière cette transition.
Le Type 74 se positionne parfaitement, s'incline, tire avec précision. Mais à côté, une nouvelle génération de blindés montre une autre logique. Encaisser davantage, agir plus vite, dépendre moins du terrain. L'ironie atteint son sommet. Le char japonais, conçu pour exploiter chaque relief, se retrouve face à des machines qui peuvent se permettre d'ignorer une partie de ces contraintes. La finesse rencontre la brutalité technologique. Pourtant, le Type 74 ne disparaît pas immédiatement. Il continue de servir, de patrouiller, de s'entraîner. Sa présence reste utile, presque rassurante. Il incarne une continuité dans un monde qui change trop vite. Mais cette continuité a un prix. Chaque année qui passe accentue l'écart entre le concept initial et la réalité émergente. La machine reste fiable, mais la question n'est plus seulement la fiabilité, c'est la pertinence. Dans un hangar, un ancien équipage regarde son char après une longue journée d'exercice. Ils connaissent chaque bruit, chaque réaction. Pourtant, une pensée s'impose sans être formulée. Combien de temps cette maîtrise restera-t-elle suffisante ? Le Type 74 devient alors un symbole discret, non pas d'un échec, mais d'un moment précis de l'histoire japonaise. Une tentative d'équilibre entre contraintes politiques, exigences militaires et réalité géographique. Et au cœur de ce symbole, une tension persiste. Si la guerre change plus vite que les machines, si les doctrines évoluent sans prévenir, que vaut une stratégie construite sur un scénario qui s'éloigne peu à peu de la réalité ? Au tournant des années 90, le Type 74 ne disparaît pas, il se déplace. Pas géographiquement, mais dans la hiérarchie invisible des priorités. Hier encore au centre, il devient peu à peu périphérique. Le conflit n'est plus entre deux armées, mais entre deux époques qui se chevauchent sans se parler. Dans une base du Nord, un instructeur montre à une nouvelle génération comment exploiter la suspension. Le geste est précis, presque élégant. Mais derrière cette démonstration se cache une ironie silencieuse. On enseigne à maîtriser parfaitement une machine dont le rôle central est déjà contesté. Les chiffres racontent une autre histoire. Plus de 800 exemplaires produits, répartis dans un système qui ne les exporte presque pas. Ce volume paraît respectable, mais sans diffusion extérieure, il devient un cercle fermé. La quantité existe, l'influence reste limitée. Un exercice combiné introduit une tension inattendue. Des unités plus récentes apparaissent avec une logique différente. Plus de protection, moins de dépendance au relief. Le Type 74, lui, continue de chercher l'angle parfait. Deux visions coexistent, sans véritable synthèse. Dans les ateliers, les techniciens notent une réalité concrète. Les systèmes vieillissent, les pièces demandent plus d'attention, la maintenance s'alourdit. Rien ne s'effondre, mais tout devient plus exigeant. La sophistication, autrefois avantage, devient progressivement une contrainte. Le paradoxe se renforce avec le temps. La machine fonctionne toujours, mais son environnement a changé. Les menaces ne sont plus identiques, les doctrines ont évolué, les attentes aussi. Le char reste fidèle à lui-même, mais le monde ne lui rend plus cette fidélité. Une tentative de modernisation apparaît, limitée, presque expérimentale. Quelques unités reçoivent des améliorations, des ajustements techniques. Le geste est logique, mais son échelle reste réduite. Améliorer sans transformer devient un compromis fragile. Sur le terrain, un équipage teste ces modifications. Le système répond mieux, la précision s'améliore légèrement. Mais le gain reste marginal face aux transformations globales des blindés contemporains. L'effort est réel, l'impact reste mesuré. Le conflit devient alors stratégique. Faut-il prolonger une plateforme maîtrisée ou investir dans une rupture technologique ? Chaque option a un coût, financier et doctrinal. Le Type 74 se retrouve au centre de cette hésitation, sans pouvoir y répondre lui-même. Dans les briefings, les officiers utilisent un langage prudent. On parle d'adaptation, de transition, de complémentarité. Mais derrière ces mots se cache une réalité plus dure. Aucune machine ne peut rester pertinente indéfiniment sans se confronter à une évolution radicale. Un exercice majeur révèle cette limite de manière brutale. Les scénarios deviennent plus complexes, plus rapides, plus saturés.
Le Type 74 remplit encore sa fonction, mais avec plus d'efforts, plus de coordination, plus de dépendance à un contexte favorable. L'ironie est frappante. Ce char, conçu pour survivre intelligemment, doit maintenant compter sur des conditions de plus en plus rares pour exprimer son potentiel. Ce qui était une force devient une exigence difficile à satisfaire. Dans les unités, le regard change. On respecte la machine, on connaît ses qualités, mais on perçoit aussi ses frontières. La confiance reste, mais elle n'est plus absolue. Elle devient conditionnelle, presque calculée. Le passage vers une nouvelle génération de chars s'accélère. Le Type 74 ne disparaît pas immédiatement, mais il cesse d'être la référence. Il devient une présence, un outil parmi d'autres, un héritage encore utile. Sur un terrain d'entraînement, une scène résume cette transition. Un Type 74 s'incline derrière une crête, ajuste son angle, tire avec précision. À quelques centaines de mètres, une machine plus récente avance différemment, plus directe, moins dépendante du relief. Le contraste est silencieux, mais profond. Deux philosophies se croisent sans s'opposer frontalement. L'une cherche à disparaître, l'autre à encaisser. L'une dépend du terrain, l'autre impose sa présence. Aucune n'est totalement fausse, mais leur cohabitation révèle une fracture. Dans les années suivantes, cette fracture s'élargit. Le Type 74 continue de servir, mais son rôle devient secondaire. Il n'est plus le cœur de la défense, mais une couche supplémentaire, un filet de sécurité. Et pourtant, il ne cesse pas d'exister. Chaque exercice, chaque déplacement, chaque tir rappelle qu'il reste une machine capable, disciplinée, intégrée. Il ne s'effondre pas, il s'efface lentement. Cette disparition progressive n'est pas spectaculaire. Pas de bataille décisive, pas de défaite visible. Juste une transition, presque administrative, où une génération remplace une autre sans drame apparent. Mais ce calme cache une question plus profonde. Si une machine conçue avec autant de précision peut devenir marginale sans jamais échouer clairement, comment juger sa réussite ? Est-ce l'absence de guerre qui la protège ou l'absence de test qui la condamne ? À la fin, le Type 74 reste là, dans un hangar ou sur un terrain, prêt à fonctionner. Il n'est pas obsolète au sens mécanique, mais il n'est plus au centre du jeu stratégique. Il attend, comme il a toujours attendu. Et dans cette attente, une inquiétude persiste. Si le moment venait enfin, si la situation basculait réellement, ce char, pensé pour une guerre précise d'une époque révolue, pourrait-il encore répondre ? Ou révéler que toute sa logique appartenait déjà au passé ?